Est-ce que vous avez des questions à poser? Il y a un micro qui doit tourner dans la salle. Vous le prenez là. Et vous vous présentez, juste vous dites qui vous êtes. Vous n'avez pas de questions? Ça vous paraît tout limpide, tout simple? Allez-y. Feliciano Carvalho de la Guinée-Bissau. Je dirige une agence de développement. Je voudrais savoir s'il y a des possibilités de voir les partenariats pour développer le même système social pour la Guinée-Bissau. Des partenariats avec la FD, c'est ça que vous voulez dire? Ils sont durs, mais ou la PHP, parce que je insiste, tous les deux. ne sais pas qu'est-ce qui a envie de répondre. Je vais faire une réponse très administrative. Bon, la Guinée-Bissau est un des partenaires de l'agence. Nous, comme vous le savez, hein, nous essayons de concentrer nos interventions dans quelques secteurs, hein, en fonction à la fois de la stratégie, des plans de développement économiques, sociaux des pays, en fonction aussi de ce que font d'autres partenaires, et en fonction de la valeur ajoutée que nous pouvons apporter en tant que bailleurs de fonds. Donc ça nous amène effectivement à être assez sélectifs, hein, il faut le dire, et essayer de répondre aux enjeux qui sont les plus cruciaux en termes de développement. Et on ne peut pas évidemment se disperser sur un nombre de secteurs très importants. Donc en Guinée-Bissau, jusqu'à présent, nous sommes plutôt sur le secteur des infrastructures, où les besoins sont là aussi considérables. Dans votre pays, nous intervenons avec des subventions. Donc c'est bien pour votre pays, mais les subventions sont rares. L'intervention en Colombie, nous l'avons fait sous forme de prêt. La Colombie a une capacité aujourd'hui d'emprunter des sommes importantes pour mettre en place ce système de couverture sociale. Et donc en Guinée, nous concentrons les quelques subventions que nous avons plutôt dans le domaine des infrastructures et plus particulièrement dans le domaine de l'eau. Évidemment, les enjeux aussi en termes de santé, et je pense à ce qui arrive dans cette partie du monde avec la crise Ebola, peut devenir également un domaine important, mais nous essayons de répondre à l'urgence en fonction des outils, des instruments dont nous disposons, des priorités du pays et de la nécessaire concentration de nos moyens. Ce qui empêche, on sort de complètement du sujet là, mais je pense qu'on pourra en discuter. Voilà, peut-être vous en discuterez après hors conférence. Est-ce qu'il y a une autre intervention, un point de vue ou une question? Oui, allez-y, attendez. Choisissez un endroit. Sia Maroussi, je suis directeur veille stratégique au sein du groupe Humanis, qui est un groupe de protection sociale. Alors ma question s'adresse un peu à toutes les personnes présentes. Aujourd'hui, la France, enfin pas qu'aujourd'hui, depuis des années, la France accompagne plusieurs pays donc, dans la mise en place de leur système de protection sociale. Est-ce qu'on a une approche un peu d'évaluation systémique de ce que ça a donné au fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on évalue les échecs, les réussites? Est-ce qu'on a un outil quelque part qui résume justement tous ces échecs et puis peut-être des best practices qui pourraient être mis en place du coup même ici en France? Qui est-ce qui a envie de répondre? Martin Hirsch, vous avez quelque chose à dire? Peut-être deux éléments de réponse avant de passer le micro. Sur le premier aspect, je pense qu'on a effectivement des éléments d'évaluation d'impact sur ce qui a été transformé dans les pays au cours des dernières années. Je citais les enjeux sur les inégalités. On peut avoir des résultats sur les indicateurs sanitaires, on peut avoir des résultats sur la pauvreté. Donc on voit très bien l'impact de pays qui sont engagés de manière durable sur plusieurs années dans des projets ambitieux et au-delà de ce que j'évoquais tout à l'heure, d'évaluation ciblée, il y en a certaines qui sont célèbres, sur l'impact économique d'initiatives qui ont été prises. Sur le deuxième aspect de votre question, moi j'étais très frappé chaque fois que j'ai eu
l'occasion de travailler avec d'autres pays qui étaient dans un stade beaucoup moins ancien que le nôtre en termes de protection sociale, qu'à chaque fois il y a quelque chose à en prendre et qui vient challenger notre système qui lui est mature, coûteux, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment une approche importante. Ça va vraiment de pair avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que chercher à exporter nos systèmes avec nos défauts et nos particularismes n'a strictement aucun intérêt et ne marchera plus d'ailleurs. En revanche, avoir justement une discussion et des échanges sur la manière dont la genèse d'un système, j'allais dire les deux choses, la genèse et la jeunesse d'un système peut rétroagir sur la manière dont on travaille ici. Moi, j'en ai des exemples absolument quotidiens, quoi. Moi, on travaille beaucoup avec le Mexique aujourd'hui sur des programmes de prise en charge de l'obésité qui me conduisent à aussi influencer la manière dont un grand hôpital comme la Paix ne doit pas simplement se préoccuper de développer la chirurgie bariatrique, la chirurgie des obèses, mais mettre un pied dans la prévention plus loin qu'il ne le fait aujourd'hui. Pour vous donner cet exemple qui me vient à travers la tête maintenant, mais on pourrait multiplier les exemples, y compris sur là aussi la question de l'utilisation des systèmes de paiement, etc., sur lesquels, par nécessité, ça se met en place sous certaines formes dans certains pays émergents et dans lesquels on peut en prendre de la graine pour la transformation de notre système. Julie Baron. Merci. Non, moi, je vais peut-être simplement dire qu'au niveau de l'AFD, on s'alimente beaucoup de la littérature abondante et de tous les outils qui sont développés, notamment par les organisations internationales. Enfin, je pense aux Nations Unies, à l'OMS, au BIT, et ce qui va me permettre de faire le lien avec Valérie. Avec le BIT, justement. Donc cette question, elle est très intéressante et nous en parlons beaucoup au sein du BIT, comme vous pouvez l'imaginer. En fait, nous réaffirmons à chaque instant que la protection sociale est un droit fondamental de l'être humain. Donc, quel que soit l'impact, de toute manière, la protection sociale doit être mise en place. Voilà, point barre. Par contre, cette question de l'impact entre en compte lorsque nous faisons des dialogues nationaux avec les différents ministères concernés, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile pour savoir comment combler le socle de protection sociale. Donc on part d'une situation de l'existant et puis on arrive à un certain nombre de recommandations. Dans les recommandations, dans certains pays, on peut aboutir à plusieurs recommandations, mettre en place un système de pension, mettre en place par exemple des systèmes d'allocation familiale. Comment choisir entre ces deux recommandations ? En tant que ministre des Finances ou en tant que chef du gouvernement. C'est très difficile. Et alors, évidemment, nous, on dit non, il faut tout mettre en place, mais de manière séquencée. Alors, comment décider qu'on va d'abord commencer par les enfants, puis ensuite par les personnes âgées ? C'est assez compliqué. Donc là, on a un certain nombre de paramètres qui rentrent en compte, de choix. Le coût, évidemment, et puis ensuite l'impact attendu, donc ex-ante impact, qui va permettre de voir quelles mesures devraient être conduites en premier, sachant que toutes les mesures devront à terme être mises en œuvre. Et puis, grâce aux nombreux échanges qu'on a pu avoir avec Martin Hirsch au cours des dernières années, le BIT met en place maintenant des protocoles d'évaluation au sein de ces projets pour parce que quand on fait un projet on appuie la mise en place d'un programme de protection sociale, on est en permanence confronté à des choix. Donc comme dans un essai thérapeutique, on a plusieurs bras, et dans les projets de développement, on a plusieurs bras également. Et donc c'est très important de mettre en place des baselines et de mesurer l'impact au fur et à mesure pour s'assurer qu'au bout d'un certain temps, on a pris les bonnes décisions et que si on ne les a pas prises, eh bien, on puisse revenir sur nos pas. Voilà les 3 notions d'impact qu'on a développées au BIT. Une autre question dans la salle ? Allez-y, juste de... Ouais. J'y vais.
Bonjour, Mariano Fandos de la CFDT. L'Amérique latine est un des continents où le syndicalisme est le plus développé en dehors de l'Europe. Et donc la question, c'est de savoir comment, au-delà, les partenaires sociaux en général, puisqu'il y a aussi le patronat, sont associés, notamment pour l'extension des droits. Et je pense donc notamment à ce que vous avez dit sur la carence en matière de protection de chômage. Et sur une autre question subsidiaire, quelle est la place d'organismes paritaires, de mutuelles et de systèmes de ce type gérés avec les partenaires sociaux pour développer ces systèmes? Merci. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Martha, vous battez pas. Excusez-moi, pour l'Amérique latine, je ne peux pas trop vous répondre. Mais par contre, vous soulevez une question qui est clé, à mon avis, dans la mise en place du socle de protection sociale. Parce que là, on s'adresse, là je pense surtout à l'Afrique et à l'Asie du Sud-Est, on s'adresse à des populations, donc 80% en général d'une population d'un pays, qui n'est pas affiliée à un syndicat, qui n'est pas représentée, qui n'a aucune voix. Voilà. Donc, quelle est la solution pour, si vous avez lu la recommandation 202 sur les socles de protection sociale, qui a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des pays membres de l'OIT, vous verrez que les deux derniers principes de guide, Guiding Principles, recommandent la représentation des personnes concernées. Et là, on recommande de faciliter le dialogue social dans la définition des politiques sociales et dans leur mise en œuvre. Et pour le socle, c'est assez compliqué, puisqu'on est en face de populations qui ne sont pas affiliées. Et donc, on est en train d'essayer de développer des nouvelles approches de représentation, soit effectivement dans des pays comme l'Inde, où il y a certains pays où il y a, ou même en Afrique, où il y a des syndicats dans l'économie informelle, donc effectivement dans ce cas-là il faut s'appuyer sur ces modes de représentation, soit on essaye aussi d'avoir d'autres mécanismes dont on pourra discuter à la pause si vous le souhaitez, qui permettent de faire en sorte que la voix de ces personnes soit entendue. Et Martin Hirsch, peut-être pour cette partie-là, et la deuxième aussi, j'imagine, sur la question des mutuelles. Est-ce qu'on est obligé d'exporter notre système de millefeuille sécurité sociale mutuelle? D'abord, pourquoi est-ce qu'en France et dans certains pays d'Europe, les partenaires sociaux ont une telle place? C'est parce qu'ils ont été à l'initiative du système. Les allocations familiales, l'assurance maladie, les systèmes de retraite, les assurances chômage ont été mis en place en France par les partenaires sociaux. Moi, ce que j'ai observé ces dernières années dans beaucoup d'autres pays, c'est que ce n'étaient pas les partenaires sociaux qui étaient l'initiative. Ils pouvaient être en soutien, mais ils ont rarement, à quelques exceptions près effectivement, qui existent et qui sont restés, notamment en Amérique latine, on en trouve quelques-uns, mais dans le mouvement d'universalisation de la protection sociale, à ma connaissance, ils sont plus en soutien qu'à l'initiative. Et du coup, il y a moins de revendications de leur place dans la gestion du système. Quand je dis qu'ils sont en soutien, par exemple, tout à l'heure, on faisait allusion à l'adoption de la déclaration sur la protection sociale au G20 de 2011. La veille, il y avait eu l'adoption d'un vœu par le L20, puis par le B20, et puis quelque chose de conjoint. Donc il y a un intérêt, il y a un soutien. Mais on n'est pas exactement dans la configuration qui a vu la naissance des assurances sociales sur le continent européen. Ensuite, là aussi, j'allais dire que la place des mutuelles dans le système est une option. En France, elle s'est faite pour des raisons historiques assez proches de celles que j'évoquais tout à l'heure. Elle n'est pas forcément un facteur intégré comme les conditions prévoyaient d'emblée un système socle et faites le complément, confier le complément à des organismes type des mutuelles. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur cette question-là? Est-ce que c'est même pas forcément à conseiller
là-dessus, notre système est un peu compliqué quand même. Mais je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure, à conseiller notre système dans ce qu'il a aujourd'hui, certainement pas. À conseiller un système dans lequel il y a une bonne combinaison entre un système contributif, public et un système qui peut être un système mutualiste, pourquoi pas. Une autre question? Oui, pardon, vous vouliez intervenir, allez-y. Juste, très rapidement, en ce qui concerne donc, les systèmes mutualistes, il y a l'approche effectivement globale où on essaye de voir si on peut concilier différents systèmes dont celui-là. Mais nous, en tant que bailleurs de fonds, nous sommes aussi amenés à financer quelquefois des entreprises d'un secteur donné. Et comme vous le savez, nous cherchons, dans le cadre des programmes d'investissement que nous finançons, à avoir systématiquement une approche donc, durable, en quelque sorte, pour reprendre un terme général, à la fois durable du point de vue environnemental, mais durable du point de vue social. Et donc, nous pouvons être amenés à accompagner, en quelque sorte, des acteurs privés et les salariés, par exemple, d'un secteur, pour promouvoir des systèmes donc, de couverture médicale à travers des systèmes mutualistes pour une branche d'activité. Quelquefois, il est impossible dans certains États de travailler sur ce système de couverture sociale au niveau central. Et donc, dans le cadre des programmes d'investissement que nous sommes amenés à financer avec des collectivités locales ou avec des entreprises publiques ou privées, cette dimension-là peut être intégrée dans le financement. Bonjour. Ah oui, pardon, allez-y, Valérie. Donc en fait, je viens au démarrage de mon expérience au BIT, je travaillais pour un programme STEP en Afrique qui visait justement à étendre la protection sociale, et l'idée c'était d'utiliser des mutuelles. Donc on a une petite expérience dans cette matière. On s'est assez vite rendu compte qu'on pouvait toucher 2-3% de la population avec des mutuelles communautaires, mais rarement plus. Sauf quand les mutuelles sont utilisées par l'État, finalement, par le gouvernement, comme un organisme, un agent qui est assez proche des populations, puisqu'elles ont un rôle à jouer en termes d'information, d'éducation, d'enregistrement des gens également, et du coup comme premier point d'entrée du système de protection sociale. Et si on regarde le système de la Colombie, est assez intéressant, puisque les mutuelles qui au départ étaient des mutuelles de petite taille, qui maintenant sont des gros monstres du secteur privé mutualiste, jouent un petit peu ce rôle. C'est-à-dire qu'elles sont partie prenante du système d'assurance maladie, en étant effectivement proche des gens, en gérant la collecte l'information, etc. Et dans certains pays africains, les mutuelles comme au Rwanda, par exemple, ont ce rôle également d'avoir ce premier niveau qui est proche des gens. Bonjour, Aymeric Lambet, fondateur de Longvie Consulting. C'est un cabinet de conseil de gouvernance en anthropologie juridique. Je voudrais vous remercier pour le pourquoi, parce que c'est assez simple. On comprend pourquoi il faut effectivement le mettre en place. Ma question aux trois intervenants est plutôt sur le comment. Alors pas sur l'aspect juridique. En tant que juriste, on comprend facilement comment on peut mettre en place des textes de loi, des décrets avec des choix politiques et des contraintes financières, mais c'est l'effectivité du sujet. En Amérique latine, on a des différences de densité de population entre les villes et la campagne, entre les zones amazoniennes et certaines villes. Donc ma question est de savoir comment on essaie de promouvoir le socle et l'accès au système de santé entre les zones urbaines et les zones moins densément peuplées. Et puis sur l'autre dimension également, entre le secteur formel et informel, comment on accompagne dans le secteur informel, par exemple, l'accompagnement, la protection sociale des enfants. Est-ce qu'il faut s'appuyer sur les écoles? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur d'autres organismes étatiques ou sur d'autres partenaires? Voilà, j'aimerais bien avoir votre retour d'expérience sur ces sujets. Qu'est-ce qui veut commencer? Peut-être sur la première partie de la question, à savoir sur les densités de population, et je pense que l'exemple colombien est un très bon exemple, puisqu'on a, je pense, 75% de la population qui est en zone urbaine et le reste qui est dans des zones très très faiblement peuplées avec des contraintes d'accessibilité géographique qui sont considérables. Enfin,
J'ai en tête un département du Guainía en Colombie où pour aller d'un point à l'autre du département, il faut 20 jours de pirogue et c'est pas accessible autrement. Donc effectivement, c'est un vrai défi pour l'offre de soins. Et dans ce cas-là, l'enjeu, je pense que c'est effectivement d'adapter le modèle de santé à ces contraintes et d'être donc notamment beaucoup sur des questions de prévention et de renforcer au maximum le premier niveau de soins, y compris avec des mécanismes de santé communautaire et donc beaucoup de promotion de la santé, réfléchir à intégrer aussi les médecines traditionnelles et réfléchir à des solutions alternatives, mobilisation de la télémédecine, parfois organisation d'un système de référencement qui passe par des pirogues, par des hélicoptères. Mais effectivement, c'est un défi très important et qui questionne les systèmes de santé tels qu'ils sont définis à échelle nationale de façon assez normée. Il faut les ajuster. C'est précisément, j'en reviens au cas colombien, c'est celui que je connais le mieux, mais l'État colombien est en train a défini un modèle de santé spécifique pour les territoires isolés et veut le mettre en place à titre pilote dans l'un de ses départements pour voir s'il réussit ensuite le passer à l'échelle et qui concerne autant la prestation de santé que le modèle d'assurance maladie avec y compris l'idée d'augmenter la prime d'assurance par habitant pour les habitants de ce département, devant le constat que l'organisation du système de santé dans ce département est plus coûteuse qu'ailleurs, parce que concrètement, il faut référer les gens, il faut mettre plus de personnel parce que les postes de santé sont plus éloignés les uns des autres. Tout un tas de choses. Valérie Schmitt, non Sur les enfants, peut-être En fait, c'est là aussi que le modèle de l'Amérique latine est très intéressant pour d'autres pays. Donc, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais c'est-à-dire qu'en Amérique latine, comme vous savez, il y a eu pas mal d'initiatives pour faciliter de l'information, du service de proximité, dans le cadre par exemple de Chile Solidario, avec des contrats familiaux, un appui vraiment pour comprendre les problèmes de la famille et référer cette famille aux différents services de protection sociale auxquels cette famille pouvait avoir droit. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait d'information, d'enregistrement des gens, de référer vers les programmes adaptés, de facilitation d'accès. Et donc ce problème-là, d'accès à l'information et aux services et à la bonne personne qui peut nous informer et qui nous permet de donner accès, on le rencontre absolument partout et notamment dans des pays, par exemple l'Indonésie où il y a 17 000 îles ou même des pays plus petits comme le Cambodge où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour se déplacer, ou la Mongolie ou l'Inde, où les mécanismes de protection sociale sont compliqués, fragmentés et où les gens manquent d'informations et manquent de soutien pour pouvoir adhérer aux différents programmes auxquels ils ont droit. Et donc on s'appuie vraiment sur l'expérience de l'Amérique latine pour développer un modèle qu'on appelle le guichet unique ou le Single Window Service en anglais, et qui vise vraiment à faciliter l'accès à l'information, l'enregistrement et l'accès aux prestations sociales. Ce guichet unique peut être hébergé dans les gouvernements locaux ou même dans une mutuelle. Et récemment, j'étais à Turin, j'ai rencontré des gens du Burundi qui seraient aussi, par exemple, intéressés pour mettre en place le guichet unique au Burundi. Donc, c'est une idée qui visiblement, peut être adaptée à différents contextes. Martin Hirsch. Une difficulté qu'on trouve dans les zones rurales et qui est très difficilement résolue en matière de santé, c'est bien évidemment d'attirer ou de maintenir des professionnels, que ce soit des infirmiers ou des médecins. C'est très, très frappant, à peu près tous les pays. Je veux dire, les déserts médicaux qu'on a en France, en disant que dans la Sarthe et dans la Mayenne, il n'y a pas suffisamment de phtalmo ou de gynéco. On voit tous les pays qui ont déjà une fuite de leurs cadres médicaux vers les États-Unis ou l'Europe. Et celles et ceux qui restent sont dans les grandes métropoles, où ils ne sont pas assez nombreux, et dans les grands centres des grandes métropoles. Donc ça, je trouve que il y a certainement de l'ingénierie à imaginer. Est-ce que il y a
à organiser des modes à la fois des modes de financement, d'incitation financière, des systèmes de mise en réseau comme il en existe. Moi j'en ai vu au Bangladesh, des systèmes de mise en réseau utilisant les technologies pour le suivi des grossesses entre un centre et un système assez robuste et rustique de capteurs par ultrasonde, etc. Voilà, donc il y a des systèmes à inventer pour résoudre ce problème que ces pays ont devant eux pour pas mal d'années, pour effectivement, en tout cas dans le secteur que je connais le moins mal en matière de santé, y a de quoi faire. Et est-ce qu'il y a des pays qui ont eu des bonnes idées là-dessus? Parce qu'effectivement, vous le dites, c'est une question universelle finalement. Je vous en citais une au Bangladesh sur le suivi des femmes enceintes à distance. Oui, Julie? Peut-être simplement pour réagir sur les pays qui ont eu des bonnes idées. Il me semble qu'en Argentine, en Bolivie notamment, ils ont développé tous des mécanismes d'incitation pour les professionnels de santé partir en zone rurale. Et donc ça peut passer, ça peut prendre la forme de, le plus basique, c'est des primes, enfin une rémunération complémentaire, la possibilité de se former en continu, la possibilité d'aménager ses horaires pour retourner en ville plusieurs jours par mois. Voilà, et la Colombie souhaite faire de même aussi. Martin Hirsch, juste un petit mot de conclusion, parce que vous êtes obligé de partir, donc vous avez peut-être envie de nous dire un mot de conclusion, vous, avant de partir, sur cette question. Non, vous voulez juste partir discrètement. Pas de mot de... Merci à vous, merci beaucoup. Il y a d'autres questions dans la salle? D'autres questions dans la salle? Est-ce que vous pouvez passer le micro? Là, je pense qu'il y avait, oui, monsieur. Pardon, quand on a le micro, il faut démarrer. C'est le principe. Bon, alors allez-y là, je vous le donne après. Je vous remercie. Donc, je suis Gilles Kounowski, je suis à la fois le directeur des relations internationales de la Caisse nationale des allocations familiales, mais aussi secrétaire général de la coordination des institutions françaises membres de l'AISS. Généralement, ça se dit par-ci que ça va plus vite, mais c'était pour comprendre. L'AISS, c'est l'Association internationale de sécurité sociale. Alors, je voulais faire un commentaire sur les propos de Martin Hirsch. On lui rapportera. Mais faites-le quand même, on lui racontera. Quand même. Donc, moi, j'étais assez satisfait qu'il évoque effectivement le domaine des prestations familiales dans le cadre de ces coopérations, particulièrement en Amérique latine, parce qu'on a de nombreuses actions de coopération avec des pays d'Amérique latine, le Costa Rica, la Colombie, l'Uruguay, le Brésil, et qui portent à la fois sur les prestations familiales en tant que telles, qui sont un vaste domaine, mais aussi sur toute la problématique de la lutte contre la pauvreté, l'inclusion sociale, l'égalité homme-femme. Et ce sont véritablement des domaines dans lesquels il y a fort à faire et pour lesquels, et c'est ce que je voulais dire aussi à M. Martin Hirsch, qu'il se rassure, nous n'arrivons pas avec des solutions toutes faites, bien au contraire, et on a un dialogue extrêmement fructueux avec nos collègues de ces différents pays latino-américains. Et comme de surcroît, je suis un ancien directeur du système d'information, on est aussi très attentif à véhiculer des expériences dans le domaine des technologies. Et à l'adresse de M. Martin Hirsch et de Mme Schmid, j'avais aussi une observation et une question concernant la résolution donc, du BIT sur les socles de protection sociale. Je partage complètement ce qui a été dit par Mme Schmid sur la valeur d'universalité que nous devons porter. Je m'interroge néanmoins pour participer à un certain nombre de réunions internationales sur le fait que ça soit autant partagé que ça, et particulièrement en Amérique latine en général. Ces socles de protection sociale qui sont pour nous effectivement des points de départ, des points d'appui pour le développement, comme vous l'aviez très bien dit, Madame Schmid, sont parfois considérés par certains de nos interlocuteurs comme des filets, en quelque sorte minima, sur lesquels il n'y aurait pas forcément beaucoup à faire encore. Et je pense particulièrement à l'intervention du ministre du Travail du Mexique à l'occasion de la conférence mondiale de l'AISS à Doha au mois de novembre dernier, qui nous a laissé tous assez pantois. À tel point d'ailleurs que l'ensemble des organisations françaises de sécurité sociale s'est accordé pour essayer de développer davantage des éléments de langage pour porter, dans le cadre de nos coopérations internationales et dans le cadre des institutions dans lesquelles nous sommes présents, justement les valeurs de la protection sociale française telles que vous les décriviez tout à l'heure. Et puis une dernière chose, pour ne pas accaparer la parole, une question a été posée sur l'évaluation. Et je pense qu'il serait aussi intéressant de citer, et je prends ma deuxième
une casquette de secrétaire général de la coordination des institutions françaises, de l'AISS, de citer la création récente, d'ailleurs dans les murs même du BIT à Genève, au sein de l'AISS, du Centre pour l'excellence, qui développe tout un dispositif extrêmement pratico-pratique de guidelines, pour faire dans le vocabulaire genevois, donc de bonnes pratiques qui permettent à chacun des pays ou des organisations, chacune des organisations qui le souhaitent, de s'étalonner par rapport au développement de tel ou tel domaine de la sécurité sociale, la gouvernance, les systèmes d'information, le recouvrement, le financement, etc., etc., et éventuellement de bénéficier de supports développés par l'AISS pour permettre de progresser dans les domaines de la gestion du management. Donc là, on n'est plus dans les considérations théoriques, on est véritablement dans la pratique de gestion des systèmes de sécurité sociale. Je pensais que ça méritait d'être rappelé. Valérie Schmitt, pour répondre donc à la question, est-ce qu'il y a une véritable conviction politique sur cet intérêt d'un système de protection sociale? Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus ou pas vraiment? Bon, ce qui est clair, c'est que la recommandation a été adoptée à quasi-unanimité. Il y a juste eu une abstention sur un certain nombre de pays, de représentants des travailleurs et employeurs. Maintenant, c'est vrai que, comme vous le savez sans doute, il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées dans le monde du développement et de la protection sociale en particulier. Nous faisons face, dans un certain nombre de pays, à des idées préconçues, comme quoi la protection sociale serait quelque chose de transitoire, ce que certains appellent des safety nets, ou filets de sécurité, transitoires permettant de lutter contre la pauvreté. Une fois qu'on est sorti de la pauvreté, à la limite, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc ça, on est en permanence en train de réaffirmer nos valeurs et l'idée que la protection sociale, la sécurité sociale est un droit fondamental de l'être humain, édicté comme un droit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc voilà, à partir du moment où on est sorti de la pauvreté, on a quand même besoin de protection sociale, voilà, justement pour ne pas y retomber ou parce que c'est un droit. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, nous travaillons étroitement avec l'AISS sur la promotion de ces valeurs, sur le développement des compétences et des connaissances avec les guidelines que vous avez mentionnés, avec des guides du BIT également, et aussi avec d'autres agences des Nations Unies, et y compris la Banque mondiale, et sur le partage de toutes ces connaissances, et notamment au travers de l'échange sud-sud dont Martin Hirsch pouvait parler. Monsieur, oui ou non? Non, juste pour compléter, moi il me semble effectivement que c'était l'un des défis essentiels aujourd'hui des systèmes de protection sociale en Amérique latine, c'est qu'on a des systèmes assez fragmentés, avec des systèmes mutualistes, mais finalement qui sont restreints, notamment sur le secteur formel, des programmes ciblés sur les plus pauvres, les plus vulnérables, donc on en a cité beaucoup au Brésil, au Mexique, et notamment juste au-dessus des plus pauvres, on a le bas de la classe moyenne qui reste très fragile, très vulnérable, mais qui n'a pas forcément des dispositifs de couverture de ces différents risques. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on a vu émerger dans les manifestations qu'a rappelé Jean-Marc en introduction au Brésil, au Chili, parce que c'est par ailleurs des gens qui sont conscients de leur droit à des systèmes de protection sociale inclusifs et universels au titre d'un droit, comme le rappelait Valérie, et qui s'organisent de plus en plus pour le réclamer. Peut-être que cette pression sur le politique va permettre de faire avancer les choses. Tant que vous avez le micro, gardez-le. Justement, vous ne nous avez pas dit tout à l'heure, parce que je n'avais pas posé la question, sur en quoi consiste concrètement l'aide de l'AFD sur la Colombie. Très bien. Sur le système de protection sociale, entre autres l'assurance maladie. Oui. Et alors, je vais juste compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur la réforme en disant que la réforme, elle consiste elle souhaite donner davantage de place à l'État colombien par rapport au système actuel, et ça c'est un enjeu important, c'est une question un peu sensible en Colombie, et ça rapproche de fait le système colombien du système français. Alors l'appui de l'AFD à la réforme du système de sécurité sociale colombien, il s'est décliné en deux volets. Le premier, c'est un prêt budgétaire à l'État colombien pour cette réforme de son système de sécurité sociale en santé, qui s'est accompagné en conséquence d'un suivi renforcé de la part du ministère des Finances colombien et du ministère du Plan colombien de cette réforme.
Par ailleurs, ce prêt budgétaire s'accompagne d'un dialogue politique entre l'AFD et les autorités colombiennes concernées. Donc c'est le ministère de la Santé et de la Protection sociale sur la mise en œuvre de leurs réformes, avec le suivi de tout un tas d'indicateurs et de grands jalons dans la mise en œuvre de la réforme. Et puis le développement, et surtout le développement d'un programme de coopération technique bilatérale, c'est-à-dire entre la France et la Colombie, qui est mise en œuvre par la DECRI, qui est présente dans la salle d'ailleurs. Et l'idée de cette coopération bilatérale, on l'a définie vraiment en réponse à la demande forte des autorités colombiennes d'échanger sur le modèle français, aussi parce qu'on faisait le constat que la réforme proposée dans laquelle est engagée la Colombie est une réforme ambitieuse et qui nécessitait de renforcer les capacités des acteurs colombiens. Et puis parce que je pense qu'il est intéressant pour la France aussi d'échanger avec d'autres systèmes et de s'en nourrir aussi dans les interrogations qu'on a aujourd'hui sur notre propre système. La démarche de ce programme de coopération technique, c'est vraiment de dire on échange des outils qui ont fonctionné ou pas, des leçons, des processus. Et concrètement, c'est la mobilisation de personnel de l'administration française, donc l'IGAS, la Haute Autorité de Santé, le Comité économique des produits de santé, les agences régionales de santé, la Caisse nationale d'assurance maladie et ses caisses primaires. Voilà pour le premier grand volet. Le deuxième, c'est qu'on cherche à mobiliser une subvention de l'Union européenne pour appuyer le modèle dont je vous parlais tout à l'heure de santé spécifique en territoire isolé que l'État colombien souhaite tester à titre pilote dans un département du Guainía. Donc voilà les deux grands volets. Et on en est où aujourd'hui? On en est où? Alors la réforme côté colombien, elle avance sur ces différents piliers, régulation des produits de santé, le modèle de santé spécifique, le renforcement de son dispositif de contrôle. Ça c'est un point très important parce que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on y est arrivé faute de régulation. Côté de l'appui de l'AFD à cette réforme, la coopération technique bilatérale a débuté début 2013, et puis c'est poursuivi toute l'année 2013, avec des activités notamment sur les questions de régulation des produits de santé, donc très concrètement des échanges entre Colombiens et Français sur comment on fait l'analyse médico-économique d'un médicament, comment on en fixe le prix, comment on le négocie avec ses industriels, etc. Et puis le renforcement des capacités de contrôle, donc là aussi les outils de contrôle du système en termes au niveau des assureurs et des prestataires de santé. Très bien. Vous avez le micro, vous vouliez poser une question. Oui, merci. Karil Mouyaba, je suis prestataire chef de projet chez SFR Business Team. Je voudrais savoir si vous pensez qu'à court ou à moyen terme, la capacité ou la légitimité de la France à exporter son expertise pourrait être altérée par l'état de son propre système de sécurité sociale. Je pense notamment à son caractère déficitaire et à son caractère attractif, souvent cité également comme facteur d'immigration, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous voulez démarrer, Julie Baron? Oui, peut-être simplement pour dire qu'il ne s'agit vraiment pas, je pense, d'exporter le modèle. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'échanger sur des outils, de tirer la leçon... Pardon? J'ai pas entendu. Je pense avoir parlé d'expertise, mais pas forcément du modèle, parce que j'avais bien noté que M. Hirsch, en intervenant, avait pris le soin de préciser qu'il n'était pas question d'exporter le millefeuille ou des lois organiques comme ça se passe en France. Mm-hmm. Je parle d'expertise même, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire que la France a pu démontrer, mais est-ce que ce savoir-faire-là ne serait pas altéré par, je ne parlerai pas d'incapacité, mais par les difficultés auxquelles la France fait face par rapport à son propre système de sécurité sociale? Non, je crois pas. Je pense qu'effectivement notre système est face à des enjeux qui sont importants et à des questions auxquelles on doit répondre, mais que malgré tout, il y a des expertises qui sont intéressantes et encore une fois des outils, des choses très contraintes, pas contraintes non concrètes, que l'on peut partager avec l'étranger et qui intéressent nos partenaires à l'étranger. Pour moi, c'est deux niveaux différents en fait. Valérie Schmitt, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose justement sur le rôle que la France a à jouer sur ces questions de protection sociale? Nous avons une expérience très concrète avec le groupement d'intérêt public Santé Protection Sociale Internationale, JPSPSI,
qui en fait appuie un certain nombre d'initiatives pays qui sont identifiées par le BIT. Et donc au Cambodge, en Thaïlande, au Pérou, voilà, et on a d'excellents résultats de cette coopération, notamment sur des sujets qui sont très nouveaux en fait. Par exemple, en Thaïlande, le gouvernement nous a demandé de monter un système d'assurance dépendance qu'on appelle long-term care, et c'est vrai que en Asie, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'expertise. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que les experts français sont les bienvenus. Et puis, mais on ne vous renvoie pas l'idée de ce que disait cette personne, c'est qu'on a un système qui est déficitaire. Est-ce qu'on est de bons conseils ? Les experts, ils arrivent avec leur expertise technique, ils n'arrivent pas avec le système déficitaire. Donc, voilà. Après, c'est vrai que mon expérience est qu'il est important que ces experts français soient accueillis, et c'est là aussi où la coopération avec le BIT ou d'autres agences des Nations Unies est intéressante, soient accueillis au sein d'une équipe qui fonctionne déjà et qui puisse être mise en relation avec les bonnes personnes dans les ministères ou dans les partenaires. Et c'est pour ça que voilà, on a une équipe gagnant-gagnant. Et je veux bien que vous passiez le micro à Jean-Marc Gravelini qui veut rajouter quelque chose. Merci bien. En fait, je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais en fait, effectivement, il y a le transfert d'expertise. Le modèle français aujourd'hui touche des limites, mais je pense davantage lié à des questions macroéconomiques. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, la faible croissance, le vieillissement de la population font que le modèle tel qu'il a été conçu, au regard du cadre macroéconomique, connaît des difficultés. Mais à contrario, dans des pays jeunes, dans des pays à forte croissance, dans des pays qui ont un avenir effectivement industriel, dans les services, l'expertise, je ne dis pas que le modèle, mais l'expertise peut effectivement inspirer la conception de modèles qui peuvent être viables, encore une fois, dans un cadre économique qui, dans ces pays-là, est davantage porteur aujourd'hui. Et juste le dernier point que vous abordiez, avant, je vais vous donner le micro, sur la question des migrations pour raisons de santé. Pour l'instant, pour migrer en France, il faut plutôt être en bonne santé parce que c'est quand même un parcours du combattant. Donc c'est un grand mythe de penser que les gens viennent se faire soigner. Bonsoir, je suis Alfonso Martinez, responsable du projet de l'ADECRI. L'ADECRI, c'est un opérateur de coopération internationale dans le domaine de la protection sociale. On accompagne les pays en développement qui souhaitent soit mettre en place des réformes de protection sociale, soit développer des outils des systèmes de protection sociale. Et nous avons la chance de pouvoir travailler en Amérique latine sur 2 projets, des gros projets, notamment les projets en Colombie. On peut mettre en place, on a la chance de mettre en œuvre les activités de coopération, de mobiliser des experts, d'engager et d'entamer un dialogue de coopération avec la Colombie sur cette thématique de la sécurité sociale en santé. Ça, c'est pour le point Colombie, mais également, on participe dans un projet de l'Union européenne, un projet de 40 millions d'euros qui s'appelle Eurosocial, qui travaille sur 10 thématiques différentes. Le but, c'est de renforcer la cohésion sociale en Amérique latine. Et l'une des thématiques, c'est les politiques sociales et les politiques de protection sociale. Au sein de ce projet, également, pour les projets Colombie, on mobilise l'expertise française, mais pour montrer des outils et pour essayer de co-construire, co-développer avec les Latino-Américains des outils adaptés à leurs besoins. Et pour vous donner des cas concrets, par exemple, on a une coopération financée par le projet Eurosocial avec le Servicio Nacional de l'Adulto Mayor, les services nationaux pour les personnes âgées au Chili, qui étaient très intéressés pour voir comment en France on met en place des services universels pour les personnes âgées. Parce que les pays latino-américains, c'est des pays assez jeunes et ils vont se confronter à des défis démographiques très importants. Et du coup, là, ils se tournent sans problème et sans obstacle vers des pays de la vieille Europe, comme on dit, et vers la France. Et il y a une expertise très importante. On a mobilisé des experts du plan Alzheimer, par exemple, parce que c'est des problématiques également qui vont se confronter des maladies comme l'Alzheimer ou les maladies apparentées. Et il y a un autre point, par exemple, la petite enfance au Costa Rica. Le Costa Rica est en train de développer une loi, ça c'est déjà voté, une loi pour développer des crèches publiques. Et là, incontestablement, la France apparaît également comme un pays qui a su développer des crèches et une offre pour des politiques familiales, des allocations familiales pour les citoyens français.
Du coup, il y a quelques exemples concrets. On a la chance de pouvoir travailler sur ces projets. Mais il y a une chose, nous, on est en constant dialogue avec les policy makers latino-américains. Et il y a la question de la durabilité. Et du coup, notamment en Amérique latine, les réformes de protection sociale devront aller de pair, je sais pas, il me semble, avec des réformes des finances publiques. Parce que les taux d'imposition, et notamment les taux des collectes d'impôts en Amérique latine, est assez faible. Et du coup, ça va être très difficile de continuer à financer des systèmes de protection sociale si on ne collecte pas d'impôts. Moi, ici, je reçois ma feuille d'impôt. Je n'ai pas de phobie administrative. Je reçois ma feuille d'impôt avec... On est content. Avec plaisir, et en quelque sorte, je les paye en quelque sorte avec plaisir. Parce que je vois qu'il y a un système de sécurité sociale, il y a un système d'assurance chômage. Si ça m'est arrivé au Mexique, d'où je suis originaire, j'y réfléchirai 2 fois avant de payer ma feuille d'imposition. Donc voilà, mais c'est la question des finances publiques qui est vraiment strictement liée. Et les policymakers latino-américains nous disent oui, maintenant on est en train de financer des systèmes de protection sociale, on est en train de faire des crèches publiques pour la petite enfance au Costa Rica, on est en train de développer un service pour les adultes, pour les personnes âgées au Chili, mais comment va-t-on les financer après? Et c'est important. Voilà. Une autre Merci. intervention dans la salle? C'est bien, comme ça on va pouvoir faire un mot de conclusion avec les... Non, plus de questions, pas de frustration, c'est bon. Peut-être un mot de conclusion, chacune. Je sais pas, Julie Baron, vous voulez commencer? Et puis c'est Valérie... Oui, alors rapidement. Pour faire le lien avec la coopération bilatérale dont je parlais tout à l'heure, il me semble dans le cas colombien qu'on est vraiment en train de construire un partenariat très intéressant entre les acteurs colombiens du système de sécurité sociale en santé, l'AFD, et puis bien sûr et surtout les acteurs français de santé. Et il me semble qu'on s'inscrit de la sorte dans une influence française en termes de construction de nouveaux modèles, contribution en tout cas à la construction de nouveaux modèles, et qu'on peut peut-être parler ici en complément de ce qu'on entend beaucoup sur des enjeux de diplomatie économique, quelque chose qui tiendrait de l'ordre d'une diplomatie sociale pour tirer les systèmes vers le haut, et la convergence des normes dont parlait Jean-Marc Gravellini en introduction. Il me semble que c'est un enjeu qui est de taille. Et oui, et puis même s'il a des défauts, notre système de santé, c'est quand même une référence et il fonctionne quand même plutôt pas mal. C'est quand même ça l'image qui est renvoyée. Oui, et il intéresse beaucoup. Valérie Schmitt, vous voulez dire un mot de conclusion? Je voulais juste dire que nous venons de publier un rapport sur la protection sociale dans le monde qui montre que 73% de la population mondiale ne bénéficie pas encore d'une protection adéquate, c'est-à-dire complète, avec les 4 garanties du FLOR, donc accès aux soins de santé et sécurité du revenu à travers tous les âges de la vie. Les 3 quarts, donc les 3 quarts de la population mondiale. 73%, ouais. Et donc l'enjeu est énorme. Et évidemment, l'AFD fait énormément. Le BIT essaye de faire beaucoup. On a des partenariats avec d'autres organisations des Nations Unies, évidemment. Mais il est vraiment temps de se retrousser les manches. Et on n'y arrivera pas tout seul. Et il faut, à mon avis, démultiplier notre impact en s'appuyant effectivement sur beaucoup plus de partenariats avec des gens et des organisations qui partagent nos valeurs. Et je voudrais quand même, moi, vous reposer sur la question qui a été posée sur la volonté politique. Vous sentez quand même, là, une évolution dans le bon sens? Ou au contraire, avec la crise, un côté, on n'en veut pas, on n'a pas l'argent qu'il faut pour, on n'a pas les ressources? Moi-même, j'ai pas énormément d'expérience directe en Amérique latine, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une volonté de politique et de défendre un modèle quand même basé sur les droits en Amérique latine. En Asie, où j'ai passé quelques années, et je viens de rentrer, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il y a une volonté politique, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Voilà. Oui. Donc, on se bat là contre des montagnes liées aux valeurs également. Jean-Marc Gravellini, vous avez envie de rajouter un mot de conclusion? Vous avez fait l'introduction, oui, faire la conclusion. Non, si. Je crois que si on était à l'heure de la conclusion, donc avant tout, à nouveau remercier les intervenants, Valérie Schmitt, Julie Baron et puis Monsieur Martin Hirsch et vous-même, Claire Hédon, pour l'animation. Vous remercier. Donc, j'étais très intéressé par à la fois les interventions
de nos amis, mais aussi vos contributions à travers vos questions, vos éclairages. C'était une séance très riche et qui, nous aussi, nous inspire en tant que bailleurs de fonds et acteurs du développement. Et peut-être le mot de conclusion, c'est que très franchement, je pense qu'il y a une attente chez nos partenaires et qu'aujourd'hui, c'est peut-être une banalité, mais les 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire la croissance économique, l'environnement et l'équité sociale, sont vraiment au cœur des préoccupations de la plupart de nos partenaires. Et quand nous instruisons des projets, nous essayons d'être équilibrés entre ces trois composantes essentielles pour un développement soutenable. Merci à tous. Juste donc une précision, cette conférence, comme je vous l'ai dit au début, elle sera sur le blog ID4D, Idées pour le développement. Vous avez l'adresse du blog qui est inscrite là. Vous retrouverez donc cette conférence d'ici une semaine. Et surtout, les débats peuvent continuer. Vous pouvez échanger, donner votre point de vue sur ce blog. Merci vraiment à tous. Merci de vos interventions. À bientôt.